Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des Canaries, des oiseaux et des chardonnerets en général. Nous voilà sur une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Et aujourd'hui, juste avant d'introduire le nouveau sujet, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés. Donc cette semaine, il y a eu pas mal d'abonnés. Je tiens à remercier aussi les groupes de Facebook qui ont véhiculé, je pense, l'image de cette nouvelle chaîne. Je tiens à remercier certains qui m'ont envoyé leur mail. J'ai eu le temps ce matin de lire certains mails. Donc je vous rassure, pour ceux que j'ai pu répondre, j'ai dû faire une réponse rapide, le temps de traiter leur sujet dans les prochaines vidéos. Pour ceux que j'ai pas eu le temps encore de répondre, je vais le faire dans la foulée, donc je vous ai pas oublié. En fait, moi comment je procède, c'est que je lis pas tous les mails et après je vais répondre au fur et à mesure. C'est quand je lis un mail jusqu'au bout, je réponds et après je passe au suivant, ce qui fait que je prends beaucoup plus de temps à répondre au premier mail. Donc je tiens à remercier aussi l'ensemble des personnes qui m'ont contacté via la messagerie, donc ils ont déjà franchi ce pas-là et ça me fait super plaisir. Surtout certains m'ont fait des super beaux mails explicatifs pour leur projet d'élevage, d'autres ils ont posé des questions. Donc je vous rassure, je vais lire l'intégralité de vos mails, je vais vous répondre par mail dans un premier temps, le temps de traiter les sujets, préparer des supports et faire les vidéos que vous demandez. Donc par la même occasion, donc j'ai remercié les gens des trois groupes Facebook qui se sont abonnés. Je remercie aussi les gens qui m'ont envoyé des mails. Une petite dédicace à Nuno, à Alex et à Nuno, Alex et Kader de Mantes. Excusez-moi, je pourrais malheureusement pas citer tout le monde. Donc voilà, ces trois personnes m'ont laissé des notifications, des petits coucous, donc je vous fais le coucou à mon tour. Donc rapidement, en rentrant dans le vif du sujet, donc ce sujet-là, ou la problématique d'aujourd'hui, après les œufs cassés, donc la problématique d'aujourd'hui, elle concerne les œufs fécondés. Le problème des œufs fécondés, c'est quoi les démarches? Encore une fois, c'est remarquer, observer plutôt, analyser et mettre des plans d'action. Donc on va regarder ensemble. Avant de démarrer par le sujet, je vous fais une petite mise à jour en fait des trois couples qui se sont lancés. Donc le couple de métis avec 4 œufs, le mirage a eu lieu hier. Les œufs ne sont pas fécondés. Donc j'ai pas pu vous faire une vidéo pour la partie mirage, mais je vous la ferai pendant le mirage du 4 et le 6, les deux autres couples. Pourquoi? Parce qu'avec une seule typologie d'œuf qui n'est pas fécondé, je ne peux pas vous montrer la différence avec un œuf fécondé. Donc du coup, je ne les ai pas jetés ces œufs-là, je les ai gardés sous la femelle. Je vous ferai la vidéo du mirage pour vous montrer c'est quoi à quel moment il faut faire le mirage, quelles sont les démarches, la procédure pour mirer, et comment reconnaître un œuf fécondé d'un œuf pas fécondé. Donc j'ai gardé les œufs non fécondés et j'espère que pendant le mirage de ce lot-là ou ce lot-là, j'aurai des fécondés pour pouvoir faire la vidéo du mirage que je vous ai promis. Euh, un petit coucou de la femelle chardonneret qui est sur la femelle chardonneret jaune qui est dans son nid et le mâle qui l'a nourri, donc le mâle qui était agressif, comme quoi je l'avais jugé trop rapidement. Donc le mâle qui était agressif, qui l'a coursé, bah, il n'a pas cassé d'œuf. Et en plus de ça, il était en train de la nourrir tout à l'heure dans le nid. Comme quoi, des fois, le démarrage de la saison, on rencontre des surprises, des belles surprises. Donc du coup, rapidement, les œufs non fécondés, donc c'est un problème que j'ai rencontré sur la première tentative du couple métis. Donc le mâle chardonneret et la femelle canarette. Donc le nid a été construit, les œufs ont été pondus, donc c'est pas un problème de femelle. Et la femelle, elle couve aujourd'hui. Donc la femelle, elle est toujours, même si les œufs sont pas fécondés, la femelle, elle est toujours dans le nid en train de finir la couvée. Donc du coup, quand est-ce qu'on peut rencontrer ce problème-là des œufs fécondés? Donc logiquement et techniquement, le problème, on le rencontre dès le premier œuf pendu. Par contre, on n'a aucun moyen de le vérifier pendant les premières pentes. Donc le seul moyen de le vérifier,
il faut compter 4-5 jours à partir de la couvée. Donc, suivant le process que vous suivez, est-ce que vous laissez, est-ce que votre femelle a commencé à faire la couvée dès le premier œuf, ou est-ce que vous avez procédé au remplacement des œufs plastiques comme on avait vu dans les anciennes vidéos? Vous pouvez faire le mirage en fonction en fait de la couvée. Si la couvée a démarré sur le dernier œuf, vous comptez 4-5 jours à partir du dernier œuf. Si la couvée elle a démarré à partir du troisième, vous comptez 4-5 œufs à partir du troisième, etc. Donc, quand c'est cette réponse-là, je ne sais pas qui c'est qui écrit. Oui, c'est le mâle. En fait, j'ai un mâle, j'ai le mâle panaché qui se met dans le nid et il appelle la femelle. Donc, il a commencé à construire le nid. Il est nul hein, pour la construction du nid. Il a mis quelques charpies là-bas. Il se met dans le nid. Il commence à appeler la femelle, mais la femelle, elle n'est pas encore, prête. Donc, comme c'est une jeune du mois de juin, mai ou juin, il faut que je revérifie. Je pense qu'elle n'est pas encore prête. Il faut un bon mois, un bon 1 mois ou 1 mois et demi. Donc je reviens, excusez-moi là pour cette coupure. Donc le mirage, on a vu, c'est 4-5 jours à partir de la couvée. Après la couvée, c'est propre à chacun. Est-ce que vous avez procédé au remplacement des œufs ou pas? Et pourquoi les œufs ne sont pas fécondés? Encore une fois, il ne faut pas juger rapidement vos oiseaux. Est-ce que ça vient du mâle? Est-ce que ça vient de la femelle? De toute façon, ça ne peut pas venir de la femelle, vu que la femelle elle a construit le nid. La femelle, elle a pondu et la femelle, elle a fait la couvée. Donc, on peut procéder de la façon suivante. Donc, déjà, se renseigner ou mettre sur le papier, c'est quoi la situation de votre mâle. Peut-être que le mâle, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt le mâle pour 2 raisons. Soit il n'a pas atteint la maturité sexuelle, donc pour les chardonnerets c'est entre 8 mois et 9 mois. Je sais que certains ils ont fait reproduire des chardonnerets à 7 mois et demi, mais c'est très rare, donc la moyenne c'est entre 8 et 9 mois. Pour les canaris c'est entre 7 et 8 mois. On n'est pas un mois de près, hein, ça dépend vraiment de la préparation de chaque éleveur. Donc voilà, donc est-ce que votre mâle déjà, est-ce qu'il a plus ou moins 9 mois, 8 mois ou 9 mois? Si oui, c'est qu'on peut passer aux autres étapes. Sinon, il n'a pas encore 9 mois, ça viendra peut-être le mois suivant, donc il faudra attendre encore quelques semaines. Si votre mâle, il a bien la maturité sexuelle, donc 9 mois, ça pourrait venir des paramètres qu'on a vus dans une des vidéos qu'on avait appelé les paramètres de la reproduction, à savoir l'éclairage, la température et les vitamines. Donc je vous laisse, si votre mâle il a 9 mois, je vous laisse regarder ou réfléchir à vos 3 paramètres, est-ce qu'ils sont bien réglés. Retournez voir cette vidéo-là qui est bien faite pour expliquer les 3 paramètres. Donc le premier point c'est le mâle qui n'est pas prêt. Le deuxième point ce sont les voies génitales non dégagées. Alors qu'est-ce que c'est les voies génitales? En fait il ne s'agit pas des plumes qui sont à la sortie du cloaque, il s'agit vraiment des plumes qui sont autour du cloaque et ça peut être le mâle comme la femelle. Donc ici j'ai bien spécifié le mâle qui n'est pas prêt. Le mâle non prêt, ici j'ai pas mis de mâle, j'ai pas mis de femelle, ça peut concerner soit l'un, soit l'autre, soit tous les deux. Donc on va vérifier les voies génitales comme elles sont. En général, les oiseaux qui ont des plumes qui sont denses, ça veut dire il y a beaucoup de plumes dans 1 cm carré, ça peut causer ce problème-là. Et donc du coup, la solution, donc je vous ai mis une solution correction directement, c'est dégager ces voies via un ciseau classique. Mais par contre, vous faites attention à ne pas toucher les pattes, parce que c'est entre les pattes. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir certains d'autres éleveurs et passionnés ont déjà tourné une vidéo, cette vidéo-là, cette semaine ou la semaine dernière. Donc, je vais vous montrer comment y procéder. Donc vous prenez un ciseau, vous retournez votre canari. Voilà, et vous coupez ici. Donc vous touchez, il ne faut surtout pas toucher à ça, à ce lot. Ce que vous voyez au milieu, ça, il ne faut pas le toucher, cette partie-là.
Cette partie-là, je vais vous expliquer son rôle. Mais c'est surtout ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, hop. Vous voyez? Voilà. Donc là, j'ai dégagé les voies en laissant bien les plumes qui sont au-dessus du cloaque. Voilà, donc je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas toucher les plumes qui sont au niveau du cloaque. Pour la simple raison, moi je vais reprendre le téléphone dans mes mains, pour la simple raison que ces plumes-là, elles ont une fonction dans la reproduction, c'est qu'elles constituent, en fait, côté mâle et côté femelle, elles constituent un tunnel pour la transmission du fluide qui contient la matière fécale entre le mâle et la femelle. Donc sans ces plumes-là, il y a moins de chances que la matière fécale puisse arriver au cloaque de la femelle. Donc il faut bien être attentif à bien découper les plumes autour du cloaque et non pas les plumes qui sont à la sortie du cloaque. Il faudra les garder. Il y a aussi, j'ai vu aussi une vidéo chez Greg, la chaîne Canary Greg cette semaine. Lui, il utilise une tondeuse, ou il commence à utiliser une tondeuse. Je vais lui demander c'est quoi son retour d'expérience sur une tondeuse. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait couper les plumes avec une tondeuse. Si ça peut, c'est une bonne idée. On va tous en profiter, donc je lui poserai la question dans les commentaires. Mais pour l'instant et depuis toujours, j'ai utilisé ce moyen classique, archaïque, un ciseau classique. Donc ça concerne les voies génitales. Donc on peut le faire pareil pour la femelle. Donc je couperai pareil pour la femelle les plumes autour du cloaque. Et il y a aussi les ongles. En fait, il y a un truc qui va déranger la femelle, c'est que les ongles du mâle, elles sont tellement pointues que quand il la coche, quand il monte dessus, il lui fait planter les bouts pointus des ongles dans le dos, ce qui fait qu'à la mâle, elle va bouger, elle va pas le laisser cocher. Donc à chaque fois qu'il va monter sur la femelle pour pouvoir la coucher, il va lui faire mal et à chaque fois la femelle, elle va le fuir. Ça, c'est un problème qu'on peut déjà détecter quand on voit que la femelle, elle fuit le mâle en permanence. Il faudra déjà, avant de dire que le mâle il est agressif, il faudra voir si le mâle n'a pas les ongles qui sont pointus. Donc je vous ai fait un petit dessin rapidement pour concrétiser. J'ai regardé, j'ai pas de mal avec les ongles parce que moi en général je leur coupe les ongles avant de les mettre en volière. Quand je fais l'ivomec, quand je les traite à l'ivomec, je check le bec et les ongles. Donc pour couper les ongles, que ce soit au mâle ou aux femelles, c'est surtout les mâles qui sont concernés. Et en fait il y a trois règles. La première règle, c'est l'angle de coupe. En fait, c'est le trait de coupe. Ici, je vous ai mis deux traits. Un trait coupe 2, ici, un trait qui est perpendiculaire à l'angle, et un autre trait qui est légèrement incliné par rapport à l'angle. Donc, qu'est-ce qui va se passer physiquement sur les deux coupes différentes? Quand on vient couper l'angle avec un angle carré ici, en fait, le problème qu'on a, c'est que le mâle, il vient faire mal à la femelle avec cette pointe-là. Donc l'idée, c'est de supprimer la pointe qui fait mal à la femelle. Donc en créant un angle droit des deux côtés, ici et ici. Donc avec une coupe droite, le mâle ne pourra plus refaire mal. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Avec une coupe droite, ça veut dire une coupe normale à l'angle, le mâle ne pourra plus faire mal à la femelle avec le truc pointu. Donc la coupe numéro 2, c'est la coupe qu'il faut suivre. Essayez, on ne vous demande pas en fait de faire un truc avec un rapporteur, avec un compas. Avec l'œil nu, essayez de couper perpendiculairement à l'angle pour générer en fait les deux angles droits à droite et à gauche. La deuxième coupe, c'est la coupe qu'il faut éviter, c'est une coupe 1, où vous venez couper légèrement incliné. Ça veut dire, au lieu de supprimer en fait cette pointe qui fait mal à la femelle, vous allez peut-être la recréer ici, voire même pire, avec un angle inférieur à 90. Donc cette coupe-là, il faut absolument l'éviter, parce que sinon vous ne corrigerez pas le problème. Et certes, vous avez réduit l'angle, mais le problème de la fécondité
existe toujours parce que la femelle ne laissera toujours pas le mâle la cocher parce qu'il lui fait mal avec les pointes qui sont là. Donc ça, c'est la première règle pour couper les ongles. La deuxième règle, elle concerne en fait la distance, à quel endroit. Donc ça, c'est dans quelle direction, quel est l'angle de coupe. Ici, c'est la distance qu'il faut respecter pour couper. Donc la règle standard, en fait, les règles standards, canaris, chardonnerets et les oiseaux, en fait, c'est compter 5-6 mm, les oiseaux de taille canari et chardonneret, bien sûr, compter 5-6 mm à partir du doigt. Pourquoi? Parce que cette partie-là se compose du doigt, de l'angle et surtout de la veine, la petite veine, ce qu'on appelle la petite veine ou le vaisseau sanguin qui passe ici. Donc la règle standard, c'est de compter 5-6 mm du doigt pour pouvoir couper. Vous pouvez prendre du gras, une sécurité, et dire on va couper à 7-8 mm. Par contre, selon mon expérience à moi, encore, selon mon point de vue, cette référence n'est pas bonne. Cette référence n'est pas bonne, pourquoi? Parce que pour moi, il ne faut pas partir du doigt, il faut partir de la veine. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté une cotation ici à partir de la veine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque oiseau il a une morphologie qui est différente. Vous pouvez trouver des oiseaux avec une petite veine comme vous pouvez trouver des oiseaux avec une veine qui arrive jusque là. Et donc du coup, si vous respectez cette règle-là, vous allez peut-être couper en plein milieu de la veine, ce qu'il faut éviter bien sûr. Donc pour moi, la référence qui est le doigt et compter 5-6 mm du doigt pour pouvoir couper, vaut mieux sécuriser et prendre une nouvelle référence qui est cette fois-ci la veine. Et la veine, elle est variable, elle peut être petite comme elle peut être longue. Donc du coup, pour moi, ce que je fais, c'est que je compte 2 mm à partir de la veine et je vais couper. Encore une autre information parce que je me sens un peu coupable. Il y a une personne qui m'avait posé la question l'année dernière dans mon club, et donc du coup, je lui avais dit, bah, tu coupes à 2 mm de la veine. Donc c'est ce qu'elle a fait, c'est une adhérente aussi du club. Elle a coupé à 2 mm de la veine, mais pas dans le bon sens, pas dans ce sens-là, elle a coupé dans l'autre sens, donc elle a coupé en plein milieu de la veine. Et donc du coup, elle a eu une hémorragie, l'oiseau a eu une hémorragie. Donc je précise bien que ma méthode, c'est de couper 2 mm à partir de la veine en partant vers la pointe. Ne revenez pas vers le doigt. Sinon, vous respectez cette règle standard, c'est-à-dire 5-6 mm du doigt, avec un risque que la veine puisse dépasser les 6 mm et vous allez la couper. Voilà, donc ma méthode à moi, c'est de partir sur une référence qui est variable, la veine, la longueur de la veine, et compter 2 mm avant de couper. La règle standard, c'est de compter 6 mm à partir du doigt. Libre à vous de choisir laquelle des deux méthodes. Donc un dernier schéma, en fait, ici, c'est la coupe à éviter. Il faut absolument éviter. C'est encore pire que ça. C'est encore pire que cette coupe-là. C'est si vous avez déjà coupé, je pense pas que dorénavant, en voyant cette vidéo, je pense pas que vous allez continuer à couper n'importe comment vos ongles. Donc si vous avez déjà coupé par erreur en plein milieu de la veine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a deux gros risques. Premier risque, c'est déjà une hémorragie. Quand vous coupez dans les veines, il y a du sang qui circule. Donc déjà, il y a un risque d'hémorragie que vous perdez l'oiseau. C'est déjà arrivé chez des éleveurs débutants. Ils ont voulu couper la veine, ils ont coupé trop, l'angle, ils ont coupé au niveau de la veine, et l'oiseau a fait une hémorragie. Il s'est vidé du sang et l'oiseau, il vit pas, il meurt. Vu la petite taille et le poids d'un oiseau, il suffit de perdre quelques gouttes et l'oiseau, il est déjà parti. Deuxième risque, c'est que ça ne cicatrise pas. Si on coupe en dehors de la veine, l'angle il repousse, c'est normal, c'est le même principe que nous. Si on coupe au niveau de la veine, ça ne cicatrise pas, et ne pensez pas que ça puisse repousser. L'angle il repousse pas et l'oiseau, en fait, vous condamnez l'oiseau à vivre avec un petit morceau d'angle. Et les ongles, c'est important pour les oiseaux, comme les doigts pour nous. Ils se perchent, ils tiennent leur stabilité avec les ongles. Donc évitez de couper au niveau de la veine, s'il vous plaît. Donc cette règle-là, elle concerne tout type d'ongles. Donc les ongles qu'on appelle
clair ou blanc sur lesquels on voit les veines. Vous vous mettez à contre-lumière, vous allez voir les veines, pardon. Donc ça, ce qu'on appelle les angles blancs ou clairs. Et elle s'applique aussi sur les angles noirs ou opaques, ce qu'on appelle les angles opaques. Seulement, cette règle-là ne s'applique pas sur les opaques parce qu'on ne voit pas la veine, donc on ne sait pas prendre notre repère. Donc moi, dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est au lieu de partir du doigt ou de la veine, et effectivement dans les sites, les forums et dans les livres, on ne parle que de la veine. On a oublié qu'il y a un autre type d'angle, une autre typologie d'angle où l'angle il est noir et on voit, il n'est pas transparent, il ne fait pas passer la lumière pour pouvoir voir la veine. Dans ce cas-là, moi ce que j'ai toujours utilisé, moi j'ai ce problème-là sur les opales, j'ai ce problème-là sur les classiques aussi. Donc je compte 2 millimètres, donc c'est la même règle ici de 90, un angle droit. C'est surtout supprimer cette partie-là qui fait mal à la femelle, la pointe. Donc je vais couper à 2 millimètres, même si l'angle reste long, je vais juste prendre 2 millimètres cette fois-ci, mais de l'autre extrémité, c'est-à-dire de la pointe, et venir couper droit, normal, à l'angle, pour remettre les deux angles de 90 des deux côtés, et supprimer la pointe qui fait mal à la femelle. Donc voilà les amis, un petit résumé rapide. Donc quand vous êtes en face de ce problème-là, les œufs non fécondés, malheureusement on ne peut pas le détecter à la pente, on pourra le détecter qu'à partir du mirage. Le mirage, je vous ferai une vidéo spécifique avec les deux cas, les œufs fécondés, les œufs non fécondés. Pourquoi on a ce phénomène-là? Parce que le mâle n'est pas encore prêt. Il ne faut pas remettre en question la femelle, parce que la femelle, elle a construit le nid, elle a pondu et elle couvre, il n'y a pas de sujet. Les voies génitales, n'hésitez pas à utiliser un ciseau pour découper autour du cloaque et non pas les plumes. Il faut absolument éviter les plumes du cloaque qui constituent le tube de transmission du fluide fécal. Et pour les ongles, je viens de vous donner les 3 règles à respecter pour pouvoir faire les ongles. Donc concernant, moi je suis concerné par le couple de métis où les œufs sont non fécondés. Donc je vais retester, je vais remettre le mâle. Donc j'ai coupé les ongles du mâle, elles étaient correctes. Par contre, je doute sur les... Parce que je l'ai vu, en plus, moi le mâle, je l'ai vu cocher la femelle. Donc je ne peux pas dire que c'est le mâle qui n'est pas prêt ou autre chose. Donc à mon avis, c'est que les plumes, ça vient, les ongles ils sont ok, ça vient des plumes parce qu'effectivement il a beaucoup de plumes au niveau du ventre. Donc je viens de les couper devant vous. Je vais faire la même chose, donc je vais sortir la femelle pour lui vérifier les plumes, si elle n'a pas beaucoup de plumes, et on va redémarrer une nouvelle expérience avec le couple métis. Les UP allemands et les chardonnerets, je ferai le mirage le 4 et le 6. Et puis d'ici là, je vous tiendrai au courant. Je vais juste refaire une vidéo de suite concernant les tubes d'inséminisation. Et c'est quoi l'inséminisation artificielle? Parce que souvent les gens, quand ils sont devant ce problème-là, les œufs non fécondés, moi je vous parle de ça parce que ça fait 4 ans que j'ai mis pause. Enfin j'ai mis pause, je fais plus de vidéos, etc. Et donc, du coup, j'ai redémarré que cette année. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, avant, à mon époque, il y a 4 ans ou 5 ans, on avait ces tubes-là. Donc, j'ai essayé de me renseigner sur Internet. Ils ne les vendent plus. Ils ne vendent plus ces tubes-là, les laboratoires. Et moi, à mon époque, on utilisait ce genre de tube d'inséminisation justement pour pouvoir pallier à ce qui n'était pas une bonne solution. Hein. Justement, la vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Donc, il y a certains éleveurs qui se précipitent, qui ne sont pas patients, qui veulent juste un résultat. Donc, quand ils sont confrontés à ce problème des œufs non fécondés, et ils vont utiliser rapidement une autre solution qu'on appelle l'inséminisation artificielle. Je vais juste pour vous donner une idée sur cette opération, je vais l'introduire dans une brève vidéo qui va suivre. C'est quoi l'inséminisation artificielle? Comment procède-t-on? Encore une fois, je ne suis pas favorable et je motive pas les gens à se pencher sur cette solution, même si je sais qu'il y a des grands éleveurs qui l'utilisent, des laboratoires aussi, pour faire de la production. Moi, je suis un éleveur
avec une taille d'élevage tout à fait raisonnable, hein. J'ai pas des cages, des centaines de cages. Et donc du coup, je reste sur un élevage par voie naturelle. Mais par contre, comme j'avais déjà appliqué cette solution dans l'hybridation il y a 4 5 ans, je vais quand même vous partager mon expérience et ma façon de procéder pour avoir une petite idée. Ciao, ciao.